Il est 15 heures et nous sommes le dimanche 11 septembre. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la mi-journée. Les titres de l'actualité. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé un appel téléphonique à son homologue, le président français Emmanuel Macron. Dans l'actualité internationale, le chef de l'Organisation des Nations Unies, M. Guterres, dénonce le carnage climatique en ce qui concerne les inondations. Au Pakistan, voilà pour les sommaires. Merci si vous nous accueillez chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu cet après-midi, samedi 10 septembre, un appel téléphonique de son homologue, le président de la République française, Emmanuel Macron. Les deux chefs d'État ont, lors de cet entretien, fait un tour d'horizon de la situation politique sous-régionale qui prévaut actuellement, ainsi qu'un état des lieux des grands défis face à la sécheresse et la famine qui sévissent dans la Corne de l'Afrique. Sur le plan bilatéral, les deux chefs d'État ont évoqué l'avancée des projets de coopération et des investissements structurants initiés lors de la visite officielle du président à Paris en février 2021, qui marque que les deux pays tentent à parvenir davantage les relations séculaires entre nos deux nations. Le volet de la coopération dans le domaine de la défense a été également à l'ordre du jour, et ce en prévision de la visite prochaine du ministre des Armées de la République française prévue le 15 septembre prochain. Enfin, les deux présidents se sont félicités de l'excellence de ces liens historiques et ont tenu à réaffirmer le caractère stratégique de cette relation franco-djiboutienne. Le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec le ministère du Commerce, du COMESA et de l'Institut de statistique du Djibouti, a organisé ce matin un atelier national de renforcement des capacités sur les statistiques dans le cadre de l'intégration régionale. C'était donc à l'hôtel Acacia. Un atelier qui a été présidé par la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Mme Anissa Hassan Bahdon, et a vu la participation du directeur du commerce extérieur, Hassan Adan, le directeur des statistiques sociales et démographie, Omar Moussa, des experts, ainsi que l'unité du COMESA, la directrice de l'observation du genre, les points focaux des différents représentants des parties prenantes. Un atelier qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités sur les statistiques des genres pour son soutien continu en faveur de la promotion et l'autonomisation des femmes et des filles. Un atelier dont les travaux vont durer 5 jours et qui sera animé par des experts du COMESA. Le coup d'envoi a été donné par la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Mme Anissa Hassan Bahdon. Le programme d'action de la conférence internationale ou encore dans le cadre des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Ces instruments appellent les pays à produire et à utiliser des statistiques ventilées par sexe pour formuler leurs politiques et assurer le suivi de la réalisation des ODD. Pour atteindre ces objectifs, il est important que la disponibilité et la qualité des statistiques ventilées par sexe soient améliorées et une perspective de genre doit être intégrée de manière cohérente dans tout le processus de planification et diffusion de tout projet de collecte de données statistiques. Ces statistiques offrent l'avantage de présenter un tableau fidèle de la situation socio-économique des femmes et des hommes, des filles et des garçons et constituent un instrument indispensable à la sensibilisation aux questions de parité entre les genres. En tant qu'institution coordinatrice du système statistique national, l'INSTAT joue un rôle crucial dans la collecte, la production et la diffusion de statistiques sur le genre dans notre pays, notamment à travers les enquêtes nationales périodiques auprès des ménages ou encore les recensements de la population et de l'habitat, dont la 3e édition est actuellement en cours. La secrétaire générale du ministère de la Femme s'est exprimée en ces termes. Un réel plaisir et un honneur de présider à cette cérémonie, l'ouverture de cet atelier de formation sur les statistiques genre pour l'intégration régionale, organisé conjointement par le COMESA, le ministère de la Femme et de la Famille et l'Institut de la statistique de Djibouti. Permettez-moi avant tout propos de vous souhaiter la bienvenue à la délégation qui nous est venue de l'étranger et la bienvenue aux participants qui se sont déplacés ce matin pour participer à cet atelier de renforcement.
Je tiens à remercier également le COMESA pour son appui à l'organisation de cet atelier. Ma gratitude à l'endroit de l'Institut des statistiques de Djibouti pour la collaboration de l'amélioration et le renforcement des statistiques du genre à Djibouti. Je voudrais également remercier et saisir cette occasion pour remercier les Franco-genre et les statisticiens venus des différentes institutions qui ont accepté de prendre part à cet atelier important malgré leur multitude de charges et responsabilités afin d'appuyer par leur contribution à l'amélioration des statistiques du genre dans le pays. Mesdames et messieurs, en matière d'égalité des sexes, la Constitution de la République de Djibouti, modifiée en 2010, en son article 51, établi par l'État de la République de Djibouti, souveraine, unie, indivisible, et assure à toutes et à tous l'égalité devant la loi, sans distinction de langue d'origine, de race, de sexe et de religion. Djibouti adhère par principe à la non-discrimination et à l'égalité des sexes conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que le traité du COMESA. Suivant ce principe, le président de la République de Djibouti, M. Ismaël Omar Guelleh, a affirmé, en introduisant la politique nationale du genre 2011-2021, qu'aucune réforme pour la modernisation de l'État, le développement des infrastructures, la production et la consultation du secteur social ne peut être efficace et soutenue sans s'attaquer avec rigueur aux causes fondamentales qui limitent leur efficacité et leur pérennité, et aussi dans l'objectif de consolider ces engagements en faveur de l'équité et de l'égalité du genre et afin d'accélérer à la réalisation des objectifs de développement durable. L'Ordre national des professions médicales a organisé en collaboration avec le service de santé des forces françaises et stationnées à Djibouti, les FFDG, la journée de formation franco-djiboutienne pluridisciplinaire de formation des internes ou des médecins doctorants sur la prise en charge du dommage de contrôle sur la situation sanitaire d'exception. L'objectif de la formation consiste donc la prise en charge des urgences traumatologiques sur le terrain, en guerre, et à développer par des services de santé des armées. Depuis un certain nombre d'années, cette philosophie du dommage-contrôle tend à se démocratiser, à être appliquée en médecine civile aussi bien en pré-hospitalier qu'hospitalier pour la gestion des urgences traumatologiques qui peuvent donc survenir dans des situations sanitaires d'exception, dans les gros incendies par exemple, les inondations, les accidents routiers ou toute autre situation avec afflux massif des patients. Ainsi, cette formation a comporté des aspects théoriques où les différentes étapes et aspects du damage control ont été revus de long et en large, coiffant ainsi des thématiques telles que la gestion du choc hémorragique, du traumatisme de l'enfant ou encore de la prise en charge psychologique et des ateliers des pratiques en phase échographie d'urgence. Comme dit plus tôt dans cette matinée, cette formation rentre dans le cadre de la formation médicale continue que le Conseil de l'Ordre national des professions médicales de Djibouti veut l'instituer comme une tradition. Elle est la troisième d'une série que nous avions débutée depuis mai 2022. D'abord, une formation pour les dentistes sur la chirurgie buccale, puis une formation pour les médecins généralistes intervenant au niveau des urgences sur l'échographie en urgence ou la fast écho. Et aujourd'hui, pour couronner le tout, une formation sur les damage control. Ainsi, le Conseil de l'Ordre national des professions médicales de Djibouti veut se former, mais aussi former ses membres et aussi ses futurs membres que vous êtes, pour qu'ensemble, nous relevions demain le défi d'une santé meilleure pour tous. Et cela rejoint la politique d'orientation de la santé pilotée par le président de la République de Djibouti, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et mise en œuvre par le ministère de la Santé. Chers confrères, cette session sur les damage control rentre dans l'optique d'améliorer la prise en charge des urgences traumatologiques, aussi bien en pré-hospitalier qu'en hospitalier. Et comme professeur Harvier l'avait bien expliqué ce matin, il s'agit d'un concept issu de la marine américaine. Par analogie,
Lors d'une voie d'eau dans une coque d'un navire, on n'arrivera pas à l'obstruer, mais plutôt à limiter pour arriver rapidement à bon port. Et c'est tout l'esprit du damage control. Les conseillers communaux, membres du conseil de la commune de Balbala, se sont réunis ce matin pour la tenue des séances de travail en session ordinaire du 3e trimestre de cette année. C'était dans la grande salle de réunion. Une réunion de travail entre les conseillers communaux, les membres du conseil de Balbala, présidé par le président en personne de la commune, dans le cadre de l'amélioration des différents dossiers sectoriels liés au quotidien du citoyen djiboutien en général et plus particulièrement ceux résidant dans la grande commune de Balbala. Il convient donc de souligner que la réunion est principalement axée en premier lieu sur l'étude et la politique locale ambitieuse mise en place par la commune de Balbala. Rappelons que cette politique locale ambitieuse se veut avant tout d'œuvrer pour l'amélioration du cadre de vie des habitants de cette commune. Le président de la commune de Balbala a ensuite plaidé pour l'adoption d'une approche proactive, la collaboration, le travail d'équipe consenti par l'ensemble des acteurs, des services publics et techniques, avec évidemment les appuis des autorités locales. C'est ce qu'a précisé le président de la commune de Balbala, que je vous propose de les suivre. Chers conseillers communaux, comme vous le savez sans doute, je suis, comme vous, très attentive et attachée à tout ce qui peut se faire pour améliorer, défendre, construire notre quotidien dans cette commune que nous partageons. Depuis que notre investiture, l'équipe communale que nous sommes, n'a eu de cesser d'être motivée à relever les multiples défis et encore sans jamais baisser les bras. Sommes déterminés à poursuivre nos efforts en vue de mener une politique locale ambitieuse pour améliorer le quotidien de nos aînés, améliorer le cadre de vie de nos habitants, éradiquer l'instabilité et lutter contre la prolifération de l'insécurité publique et de la consommation de drogue par nos jeunes. Et c'est bien évidemment que la collaboration publique et technique, mais aussi les autorités locales, comme à l'exemple la sous-préfecture des 5e et 4e arrondissements en la présence des sous-préfets Daoud et Awalé, toujours à nos côtés pour nous renforcer dans nos actions d'intervention. En ce qui concerne le jeu d'été, résurrection des sports et jeux traditionnels tombés dans l'oubli, un jeu traditionnel et une activité ludique généralement à vocation sportive n'ayant pas connu la sportivisation, c'est-à-dire la mutation en sport moderne. Les limites entre jeu et sport restent donc parfois nébuleuses. Toutefois, les jeux de société traditionnels sont un passe-temps séculaire particulièrement prisé par des sociétés nomades de la Corne d'Afrique. Pourtant, sous le double effet de l'urbanisation et de la mondialisation, leurs pratiques et leur transmission se trouvent aujourd'hui menacées dans l'optique de diversifier ces activités et redonner vie à celles tombées dans l'oubli, notamment les sports traditionnels ou jeux de société. Le secrétariat d'État chargé des sports s'est lancé cet été dans une vaste opération allant de l'organisation des compétitions, de la collecte et classification des données pour la promotion et la sauvegarde de ces jeux traditionnels. C'est donc le 15 juillet que la première édition du jeu de société traditionnel fut officiellement lancée dans la capitale et les régions de l'intérieur ainsi que les localités les plus reculées. Les Afars et les Somalis sont des voisins et partagent beaucoup de ressemblances et affinités culturelles. C'est qui est le cas pour les jeux traditionnels dans le Kolso, qui constitue un exemple par excellence. Le Kolso s'y déroule de 3 manières ou dispose des 3 grandes composantes distinctes Dafainaitu, Fareita et Radaito. Il fallait donc placer sous le haut patronage du secrétariat d'État chargé des sports
sport, ces manifestations se proposent de contribuer à la promotion et à la généralisation de la pratique du sport au profit des différentes tranches d'âge et de toutes les catégories sociales. Les activités se sont déroulées dans des bonnes conditions à la faveur de la conjugaison des efforts de tous les intervenants, en l'occurrence les responsables du ministère et les autorités, ainsi que les acteurs sportifs et locaux. Le directeur des régions, Youssouf Abdallah, a fait savoir que ces Jeux seront organisés chaque année par le ministère pour éviter qu'ils ne tombent aux oubliettes, mais qu'ils soient plutôt pérennisés pour maintenir la cohésion sociale. Après donc un mois de compétition, les rideaux sont tombés ce vendredi 2 septembre à Djibouti sur l'esplanade de la mairie. La première édition du jeu de société traditionnel qui aura rassemblé les meilleurs joueurs du pays a attiré sa révérence en grande pompe. Quel spectacle, quelle émotion, quel mérite pour ces engagés qui sont pour la plupart des joueurs amateurs. À travers ces manifestations, le secrétariat d'État chargé des sports entend valoriser et surtout professionnaliser les jeux traditionnels, les formations permettant aux jeunes d'apprendre les règles, les origines et les fonctions de ces sports seront également intégrées dans la politique du sport national. Les rideaux sont tombés les vendredis 10 septembre à Djibouti sur l'esplanade de la mairie. La première édition des Jeux des sociétés traditionnelles, qui aura rassemblé les meilleurs joueurs du pays, a attiré sa révérence. Dans la continuité de leur action commune dans la lutte contre le trafic des êtres humains, dans la journée du 10 septembre, une opération conjointe des équipes de la garde-côte djiboutienne et de la marine nationale a permis donc d'intercepter une embarcation yéménite de type Galba transportant des migrants clandestins qui se dirigeaient vers le Yémen. L'embarcation qui a été interceptée entre Godoria et Rasbir transportait 196 migrants éthiopiens, dont 29 femmes et 167 hommes. 4 passeurs, 3 Yéménites et un Éthiopien ont été interpellés dans le cadre de cette opération et seront traduits devant la justice pour répondre de leur acte, tandis que l'embarcation a été donc saisie dans l'attente d'une décision de la justice. Une opération qui témoigne de l'excellence de la coopération et de la collaboration entre la garde-côte djiboutienne et la marine nationale qui conjointement veille à tout mettre en œuvre pour sécuriser le domaine maritime djiboutien. En nouvelles du monde, les funérailles d'Élisabeth II auront lieu le lundi 19 septembre. Les funérailles de la reine Élisabeth II, décédée ce jeudi en Écosse, auront lieu le lundi 19 septembre à Londres. C'est ce qu'a annoncé ce samedi le palais de Buckingham. Les dirigeants du monde entier sont attendus pour ces funérailles qui auront lieu à l'abbaye de Westminster. Le roi Charles III, son fils, qui lui a succédé, a déclaré un jour férié au Royaume-Uni pour l'occasion. La dépouille d'Élisabeth II se trouve actuellement dans la salle de bal du château de Balmoral en Écosse, où elle a rendu son dernier souffle. Elle sera ensuite transférée au palais d'Holyrood et la cathédrale Saint-Gilles d'Édimbourg avant d'être acheminée ce mardi vers Londres, où elle sera publiquement exposée pendant 4 jours à Westminster Hall. Je vous le disais en titre, les pluies torrentielles au Pakistan sont un carnage climatique. C'est ce qu'a donc alarmé le chef de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, en visite au Pakistan, dévasté par les inondations, tire la sonnette d'alarme et il a déclaré n'avoir jamais vu un carnage climatique de cette ampleur et a appelé les grands pollueurs à arrêter cette folie consistant à investir encore dans les énergies fossiles. Près de 1400 personnes ont péri depuis juin dans ces inondations causées par les pluies de mousson torrentielles dont l'intensité est accrue par le réchauffement climatique. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.